Je suis sur une exploitation de polyculture et élevage. Je me suis installé en 1991 sur cette exploitation à la suite de mes parents. J'avais fait des lacs pour l'irrigation. C'est une exploitation qui faisait 120 hectares, qui était juste polyculture élevage avec maïs conso et bovin viande à l'époque. Depuis que j'avais fait des retenues collinaires, je fais du maïs semence aussi en complément de l'exploitation. Et donc sur ces 120 hectares, aujourd'hui j'ai 20 hectares de maïs semence en gros pour la société Decalb et 60 hectares de maïs consommation, une partie pour les animaux sur 5 ou 6 hectares et le reste c'est pour la vente aux coopératives ou autres. Le système s'est calé depuis quelques années. C'est-à-dire que j'adapte ma diversification avec d'autres petites cultures qui me servent pour nourrir les animaux. Mais l'essentiel donc de mon exploitation, aux 2/3 voire aux 3/4, c'est le maïs en règle générale, conso ou semence. Alors pour être plus concret sur la partie fertilisation du maïs, j'ai deux méthodes de travail. Il y a la partie maïs semence qui est distincte, où on est piloté aussi avec les équipes Decalb, et la partie maïs conso où je fais ma sauce moi-même. Alors depuis plusieurs années, je travaille avec des apports fertilisés essentiellement ou au semis, ou localisés après le semis, c'est-à-dire au stade ou 4 feuilles ou 6-7 feuilles. Donc j'intègre du phosphate ammoniaque ou une localisation spécialisée que font les structures pour amener à peu près une trentaine d'unités d'azote en même temps que le semis. Si les conditions météo ne sont pas trop défavorables, c'est-à-dire que si on a moins de 50 mm entre le stade 5-6 feuilles et le stade semis, j'en reste à ça et je fais juste un apport d'azote total au stade 6-7 feuilles. Et ensuite, si les conditions météo se sont avérées un peu défavorables, qu'il y a eu un lessivage de l'azote depuis le semis, j'ai tendance à aller vers un apport à 4 feuilles de 100 à 150 kg d'ammonitrate et ensuite le complément, c'est-à-dire 400 kg de plus ou 450 à 6-7 feuilles toujours. Pourquoi je fais ça? C'était pour redynamiser. J'avais trouvé que le maïs a son sevrage à 4 feuilles. S'il n'a pas suffisamment d'azote, il peine à s'enraciner. Et au départ, je faisais ça à la volée, c'est-à-dire que je prenais l'ammonitrate comme on peut passer jusqu'à 5 feuilles du maïs sans trop de risque de brûlure. Grâce à l'aide des conseils des techniciens de la coopérative et de la société Yara, ils m'ont proposé un nouveau protocole qui est de fixer un kit là, sur les épandeurs Magendie qui s'appelle Locamo. Et au lieu de le mettre en plein, on peut le localiser sur les 10 cm de chaque côté de la plante. J'ai trouvé cette technique particulièrement efficace. C'est-à-dire que surtout au stade 4 feuilles, où avant je faisais en plein, mais le volume racinaire n'exploitait pas, comme je sème à 80, n'exploitait pas toute la surface, je trouvais qu'il y avait de l'azote malgré que l'eau fait véhiculer l'azote. Toute l'azote n'était pas pour la petite plantule qu'à ce stade-là. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à installer ces kits et les développer également. Je suis passé donc de l'urée à l'ammonitrate pour travailler à 6-7 feuilles de cette manière parce que je trouvais qu'il y avait une meilleure efficience du maïs vis-à-vis de l'azote en amenant sous cette forme. Et après un autre complément, c'est-à-dire que pour la société Decalb, on travaille en semences à 60 d'écartement. C'était aussi un moyen de pouvoir amener de l'azote sans perturber les plantules. Autre point qui est venu après un constat de cette méthode de travail, c'est que je me suis aperçu déjà d'une part, j'avais transformé mon ancien
double poutre 4 rangs en 6 rangs sur le rang. Donc ça me faisait gagner beaucoup de temps dans le chantier, c'est-à-dire qu'en double poutre 4 rangs, je travaillais à 6-7 km/h maximum. Et avec la partie Locamo, ça me permet de travailler à 10 km/h et avec 2 rangs supplémentaires. Donc le débit de chantier est doublé carrément par rapport à ce que je faisais avant. Et en même temps, je me suis aperçu que par rapport, alors les années où je disais que les conditions climatiques étaient favorables, je n'ai pas forcément eu besoin de biner en même temps. Donc, je me suis aperçu que le pelliculage de désherbage qui était en place restait beaucoup plus efficace que quand on travaille le sol pour enfouir l'azote et notamment l'urée qui était obligatoire d'être enfoui et qui remue pas mal le sol et qui fait en même temps remonter les adventices à la surface. Ce que j'ai constaté quand même, c'est que l'ammonitrate par rapport à de l'urée amène une rapidité d'action beaucoup plus importante, c'est-à-dire que dès le lendemain ou 2 ou 3 jours après, on sent l'efficacité et un changement de couleur du feuillage. Et c'est pour ça que finalement, je me suis porté sur cette technique. Et l'avantage, c'est qu'en travaillant sous les feuilles et au plus près de la plante, on peut aussi cumuler avec le passage des apports foliaires justement de produits. Et en semences, on nous en fait faire justement à travers le Zéatrel, un petit complément de zinc en même temps. Et donc avec le même passage, vous effectuez votre apport d'azote et votre apport foliaire au mieux et au bon stade. Et en plus, au lieu de le mettre sur des plantules à 4 feuilles qui ne couvrent que 30%, je dirais, maximum de la surface, on le met que sur la plante et ça permet justement cet apport d'optimiser le produit. Pour parler plus précisément du désherbage, je vais déjà placer le contexte de l'exploitation. C'est-à-dire qu'ici, on est sur des sols, alors une partie c'est terre noire pour un tiers des surfaces, et l'autre partie c'est limono sableux essentiellement, un peu battant. Donc déjà, la problématique de ces parcelles, c'est essentiellement des graminées, qui sont le Panix, Éther ou Digitaire. Mais également, on a un aspect dicotylédone qui n'est pas négligeable, avec l'apparition de... Bon, historiquement, on a toujours eu des kénopodes morels et amarantes, mais aussi depuis quelques années, apparition de renoués liserons, du liseron bien sûr. Quelques parcelles voisines aussi, ils ont des mercuriales. Donc on a une forte pression dicote. Dans ce cadre-là, la stratégie a toujours été de positionner un anti-germinatif au semis afin de contrôler essentiellement les graminées. Historiquement, il existait des produits qui étaient aussi efficaces pour les dicotes en pré-semis, mais ça, avec le contexte actuel et réglementaire de ces dernières années, les produits ont quasiment tous disparu. Donc la stratégie, c'est de repasser avec des produits foliaires de contact ou systémiques à des stades autres, que je couple des fois justement avec mon passage de localisation d'azote. Mais par contre, ce que j'ai remarqué essentiellement dans la technique du Locamo, c'est que comme quand je ne travaille plus le sol, ce dernier désherbage que je fais sur dicotylédone me laisse un champ parfaitement propre et je n'ai pas de repousse comme certaines parcelles voisines de dicote néfaste pour plus tard. Donc j'ai mon stock semencier de mauvaises herbes qui n'augmente pas du fait de ne pas retravailler le sol au moment de la mise de l'azote. Le Magendie de départ, il s'est bien trouvé transformé depuis quelques années.
C'est-à-dire que petit à petit, on a gardé la caisse quand même qui tient les engrais, mais j'ai enlevé pratiquement tous les accessoires, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bineuse, il n'y a plus de poutre, et il ne reste que les roues, l'entraînement et le kit Locamo. Donc il est un peu nu, mais il me satisfait pleinement par rapport aux nouveaux objectifs que je me suis fixés. Et donc en termes d'usure, j'ai plus du tout d'usure de soc, il n'y a plus besoin, donc ça au moins c'est réglé. Par contre, je ne m'interdis pas exceptionnellement, suivant une année climatique qui pourrait être très chaotique et avoir plus de 100 mm de pluie battante, de repositionner au moment quand même des apports d'azote, de repositionner des dents pour travailler en profondeur si jamais il était nécessaire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une technique va durer 10 ans, il faut toujours s'adapter au contexte climatique. Par rapport à l'objectif du rendement final, qui est quand même une finalité en soi, dans mes terres, j'ai trouvé un plus. Alors certaines années, ça peut être un petit plus par rapport à l'ammonitre au niveau de l'humidité du maïs. C'est-à-dire que l'ammonitre ayant un effet coup de fouet plus rapide, il semblerait qu'on gagne 1 ou 2 points d'humidité dans des contextes d'années assez particulières. Mais c'est quand même assez difficile à chiffrer précisément, mais c'est un constat que l'on peut faire. Là, jusqu'à présent, on a surtout parlé de la technique par rapport à la localisation sur le rang, mais ce que je voudrais quand même signaler et qui peut être intéressant pour tout le monde, c'est-à-dire que il n'y a pas photo entre l'utilisation de l'ammonitre par rapport à de l'urée. Alors, quelle que soit la méthode, c'est-à-dire qu'on a focalisé sur la disposition sur le rang, mais j'ai remarqué surtout en maïs semences qui sont des plantes beaucoup plus chétives, et c'est par là qu'on a commencé aussi à venir à l'ammonitre, que le maïs il se développe beaucoup plus vite et beaucoup plus régulier avec de l'ammonitre par rapport à de l'urée. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la castration, vous avez beaucoup moins de décalage entre une utilisation d'ammonitre et une utilisation d'urée. Les fleurs sortent en 2-3 jours, alors qu'avec de l'urée, vous pouvez avoir plutôt 6-7 jours. Mais ça fait une différence de coût au niveau du poste essimage du maïs qui n'est pas négligeable. Parce qu'en un passage, la machine vous en enlève jusqu'à 90% et vous finissez de nettoyer le champ avec la main-d'œuvre, mais ça reste très facile, alors que les levées sont beaucoup plus hétérogènes avec l'apport d'urée. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus d'ammonitre maintenant à cause de ça, et c'est primordial en semences. Alors, autre point qu'on peut mettre en avant aussi par rapport aux différentes formes d'azote, c'est-à-dire que l'ammonitrate et plus particulièrement celle de Yara, puisque des fois on a eu des lots amenés par des structures qui faisaient venir de la concurrente, une qualité du produit irréprochable, avec une densité qui est toujours à peu près la même, mais qui est assez forte. Et en qualité d'épandage, une régularité et jamais un enfouisseur bouché. Alors que si on utilise l'urée, tout le monde sait que, ou des mauvaises conditions de stockage, ou même des conditions correctes, mais si vous ne tapez pas les sacs, ça ne descend pas forcément. Et dans l'enfouisseur, la régularité de l'épandage s'en ressent énormément. Et même, je dirais, entre différentes ammonitres, ce n'est pas pour féliciter Yara, mais c'est un constat réel sur le terrain. Il n'y a pas photo entre l'utilisation de la Yara par rapport aux autres formes d'ammonitre normales. Entre 6 et 7 ans que j'utilise de la Yara, plus ou moins, c'est parce qu'il y avait de l'urée, mais au milieu, au départ, j'ai jamais eu un souci. Ça, c'est clair et net.